Deuxième partie de La Voix est libre. Nous poursuivons ce débat sur l'immigration après les tragiques naufrages en Méditerranée avec le député UMP de Lyon, Guillaume Larrivé, Paul Garrigue de la Ligue des droits de l'homme, Laurent Grand-Guillaume, député socialiste de Côte-d'Or, et Daniel Réty pour SOS Refoulement. Daniel Réty, c'est à vous que j'avais envie de poser la première question de cette deuxième partie de La Voix est libre. Concrètement, vous êtes au contact des gens qui sont là. Comment ça se passe? Parce que effectivement, on sait que les gens demandent, que les réponses mettent énormément de temps à arriver. Et on fait quoi? Ça se passe comment? Oui, bien justement, donc on peut disserter très longtemps sur les tenants, les aboutissants et tout ça. Mais bon, une fois que les gens sont là, et finalement, sur une agglomération comme Dijon, on n'en a pas tant que ça. Parce qu'on est quand même une agglomération entre 250 000, enfin, autour de 250 000 habitants. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a, disons, entre 100 et 150 personnes seules, notamment souvent subsahariens, et puis un certain nombre de familles aussi, donc des familles également subsahariennes, et puis aussi des familles donc issues des pays de l'Est de l'Europe. Voilà. Bon, mais tout ça sur une population de 250 000 habitants, quand on a, allez, on va être très généreux, 500 personnes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que 500 personnes? Et ces personnes-là, il faudrait qu'elles soient complètement transparentes. Et c'est bien ce que je reproche à ce qui se passe actuellement dans notre pays. Elles n'ont pas le droit d'existence. Ce sont ces personnes qui sont là. Il faut qu'elles fassent le moins de bruit possible, qu'on ne les voit pas. 1 milliard d'euros d'argent public sur la question de l'asile l'année dernière. Oui, mais monsieur, est-ce qu'on va les laisser mourir de faim dans la rue, monsieur? 1 milliard d'euros que les contribuables français ont consacré l'année dernière à la question de l'asile en France. Je n'invente pas ce chiffre, c'est la Cour des comptes qui l'a publié. 990 millions d'euros de coût global, c'est quand même... Je veux dire, il ne faut pas culpabiliser les Français quand même. 1 milliard d'euros consacré à cette question. Je constate, monsieur, que quand les gens sont là, si des associations comme SOS Refoulement ne prenaient pas un peu les choses en main, ces gens-là sont dans la rue, ces gens-là ne peuvent pas se nourrir, à part quelques-uns qui sont en attente justement de concrétisation de leur dossier ou pas, mais la plupart n'ont aucune ressource. Alors effectivement, comme me disait M. Grand-Guillaume, au niveau de la santé, si on doit les laisser mourir sur le trottoir, je trouve ça quand même assez aberrant. Là, c'est 700 millions d'euros en plus du milliard que j'ai évoqué. Effectivement, on a des services sociaux, des services hospitaliers qui les accueillent, et je trouve que c'est la moindre des choses dans un pays civilisé. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors évidemment, on nous dit, prenez-les chez vous, nourrissez-les, logez-les, tout ça. Bon, non, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de veiller à ce qu'ils soient le mieux possible quand même en attente de quelque chose. Et donc l'État se doit de toute façon de les prendre en charge. Et on ne va pas se cacher qu'il y a en même temps un véritable enjeu électoral, on va dire, sur ce sujet. On a entendu lors des dernières campagnes un certain nombre de gens agiter le fait que, voilà, il y a des Français qui sont au chômage et pendant ce temps-là, on loge des étrangers qui sont en attente. On se souvient qu'il y a eu ça au moment de l'ouverture du centre de Pouilly-en-Ossois, de l'ancienne gendarmerie de Pouilly-en-Ossois. Il y a 40 personnes. Voilà, vous me dites 40 personnes, mais de fait, c'est dans le débat, ça, Laurent Grand-Guillaume. En fait, on oppose dans le débat des catégories à d'autres. Voilà. On ne doit pas les opposer. Pourquoi? Parce que l'immigration, elle apporte plus de ressources à notre pays que ce qu'elle coûte, contrairement à ce que j'entends parfois ici ou là. Oui, il y a un coût de l'asile. Oui, il y a des soins, notamment d'urgence, qui peuvent être apportés à des personnes qui sont sur notre territoire. Oui, c'est une réalité. Pour autant, il y a des règles. Les personnes ont des droits, mais elles ont aussi des devoirs. Voilà. Et je crois que quand on parle d'argent, de moyens, oui, il y a le sérieux budgétaire. Oui, il y a la situation de notre pays. Oui, il faut faire attention aux dépenses, bien évidemment. Et ça, je crois que tout le monde en est convaincu. Seulement, il y a aussi la dignité humaine. Quand vous êtes face à une famille, à des enfants, je veux dire, on a une convention internationale des droits de l'enfant que nous avons signée, nous, la France, je veux dire, qui nous engage tous. Quand nous sommes
frappés par la pauvreté, la misère d'enfants, de familles. On doit faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on peut accueillir le monde entier en France. Personne ne dit ça. Je veux dire, nous ne sommes pas des utopistes et d'ailleurs, ça ne serait pas possible. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est quand nous sommes face à des situations individuelles, quelles réponses nous pouvons apporter. Et donc là, en l'occurrence, il y a des solutions qui existent. Seulement, moi, ce que je dis et ce que j'ai dans mes rapports, c'est qu'on a un système qui met trop de temps dans la gestion des dossiers. 4 ans, 5 ans, et là on parle de dossier. Mais en face, il y a des humains, il y a des personnes. Et quand on dit à des personnes qui restent 4 ans, 5 ans sur le territoire, vous devez partir, je veux dire, on doit le dire au bout d'1 an, peut-être au bout de 9 mois, mais pas au bout de 4 ans ou 5 ans. C'est quoi la moyenne, d'une demande, à peu près 2 ans en moyenne, mais souvent, quand même, on a des situations, enfin moi en tout cas, celles que je rencontre, ce sont des personnes qui dépassent les 3 ans, 4 ans, voilà. Est-ce que si on mettait plus de moyens sur l'examen des demandes, on ne mettrait pas beaucoup moins de moyens sur l'hébergement, sur les mesures prises après? On pourrait mieux accompagner les personnes. On pourrait aussi parler peut-être des véritables questions, par exemple, d'intégration. Tout le monde agite la question d'intégration en France. On agite tous l'intégration. Par contre, si vous regardez concrètement les moyens qui sont mis sur l'intégration, sur les questions d'intégration, par exemple, c'est très peu. C'est très peu dans notre pays. Il y a très peu de moyens mis sur l'intégration, par exemple. Voilà. Et ça, c'est bien dommage. Alors, une réponse de Guillaume Larrivé pour Paul Garrigue. Réponse à dignité humaine. Dignité, générosité, tout ça, évidemment, très bien, on est tous d'accord. Bon. Moi, j'assume le fait d'être minoritaire sur ce plateau, mais je suis le seul ici à vouloir assumer l'idée qu'on réduise. Vous l'assumez assez bien. Mais pas de manière brutale, mais enfin de manière claire, nette et assez directe. Et je fais des propositions très concrètes. Si j'étais à la place du gouvernement, je commencerais par abroger la circulaire de M. Valls prise en 2012 sur les régularisations, parce que ça a augmenté le nombre de clandestins qui ont eu des papiers. L'année dernière, c'est l'équivalent d'une ville comme Auxerre, 35 000 personnes. Laurent Grand-Guillaume, 35 000 personnes qui ont été régularisées l'année dernière, l'équivalent d'une ville entière comme Auxerre de clandestins à qui le gouvernement a donné des papiers. Donc, abrogeons cette circulaulaire de M. Valls. Est-ce qu'il ne faut pas s'entendre, pardonnez-moi, sur le mot clandestin, néanmoins? Parce que c'est n'importe quoi. Pardon, monsieur. Alors, je ne pensais pas lancer Paul Garrigue. Mais clandestin, c'est très facile, c'est une personne qu'on respecte en tant que personne, mais qui n'a pas respecté la loi de la République et qui a un statut qui fait qu'elle a épuisé toutes les voies de recours diverses et variées qu'on lui a offertes et qui ont fait d'ailleurs que son dossier est examiné parfois pendant des années parce qu'il y a des multiples recours et parfois aussi des avocats qui font leur beurre là-dessus, pardon de le dire aussi directement. Bon. Et un clandestin, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'être en France. Et quelqu'un qui n'a pas le droit d'être en France, il ne doit pas rester en France. C'est la loi de la République. Ça n'est pas être sur des positions extrêmes que dire cela, c'est la loi de la République qui doit être appliquée avec humanité, madame, mais avec aussi beaucoup de fermeté. On fait réagir Paul Garrigue. Parce que clandestins, d'abord, ces gens-là, ils n'ont fait jamais que se déclarer et vouloir faire respecter leurs droits. La première chose qu'ils font, ils se précipitent à la préfecture. Ils ne se cachent pas. Et quand la République leur dit non, on fait quoi, monsieur? Parce qu'il y a votre avis, vous devez dire généreusement oui à tout le monde. Mais si la République dit non... Vous seriez gentil de me laisser parler. Mais qu'est-ce qu'on fait si la République dit non? Alors, la République... Le problème... Attendez, pour expulser encore, faudrait-il... je rappelle quand même aussi qu'il ne faut pas mettre la vie des gens en danger. Et c'est bien le fond du problème. Expliquez-moi, et ça jamais personne n'a pu trouver de réponse, comment on peut reconduire sans mettre sa vie en danger quelqu'un qui s'est sauvé d'Érythrée? On pourra toujours lui dire, et c'est ce que lui disent, vous n'avez pas prouvé que vous êtes individuellement menacé. D'accord, on sait que ce n'est pas possible. Je rappelle, la France vient d'être condamnée il n'y a pas longtemps par les juridictions européennes sur des expulsions en RDC parce qu'on sait qu'en RDC, vous avez demandé l'asile. Oui, mais c'est pas mon problème. Je l'avoue, c'est une différence entre nous. Vous envoyez quelqu'un à la mort, c'est pas votre problème. Moi, c'est le mien. Non, envoyez quelqu'un en RDC quand il a demandé l'asile. Vous savez ce qui se passe dans une prison en RDC? Non, je vous demande, qu'est-ce qui se passe dans une prison en RDC? Je suis allé une quinzaine de fois en Afrique sur place. Quand je dis c'est pas mon problème, c'est pas mon problème la juridiction européenne. Je suis député à l'Assemblée nationale. Je considère que les Français nous élisent à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de la France, et ça n'est pas un juge européen, ça n'est pas la Commission européenne, ça n'est pas un comité Théodule qui va m'imposer à moi, député national, la position qui doit être celle de mon pays. Je suis tout à fait convaincu qu'il faut discuter avec Laurent Grand-Guillaume, avec les députés choisis par les Français, avec le gouvernement de la République française, mais ça n'est pas la Commission, ça n'est pas un juge européen qui va décider l'avenir de notre pays. Mais bon, je viens d'apprendre que vous êtes pour que la France dénonce tous les traités internationaux et qu'il n'y ait plus de droit international. C'est un peu différent, je vous en fais, mais bon, c'est un autre débat. Moi, il me semble que le droit international peut être quelquefois utile en ce bas monde. Mais c'est qu'on ne peut pas arriver comme ça. Et ces gens, ils ne sont pas clandestins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de trouver une situation
Et ils font des papiers, ils n'arrêtent pas de demander de faire des démarches pour trouver des solutions. Et quand même, ce qui serait une grande part de solution, c'est qu'on puisse les régulariser beaucoup plus vite. Moi, je vois des gens. Par exemple, j'ai eu le cas il y a quelques jours. Une dame réfugiée, son enfant réfugié. Bon. Il se trouve que quelqu'un de son pays avec qui elle a un enfant, père de réfugié. Tous les textes, toutes les lois la protègent. Il a fallu plus d'1 an où le monsieur s'est trouvé sans ressources parce qu'on examinait son cas. Pour finir par lui dire « Ah ben non, vous devez repartir parce qu'il manquait 2 factures d'électricité pour prouver qu'ils habitaient ensemble. » On a pu éviter. On a compte, un enfant de 3 ans qu'on allait priver de son père, auquel légalement il avait tout à fait droit quand même d'avoir un père, cet enfant, ce qui peut sembler normal, parce qu'il manquait 2 factures d'électricité dans le dossier pour qu'ils vivent ensemble. C'est ça le quotidien. Alors, je crois qu'il faut vraiment se dire, penser que les gens ils vont repartir comme ça n'a pas de sens, et ne pas avoir compris pourquoi ils viennent pour beaucoup d'entre eux. La plupart d'entre eux, on sait bien qu'il n'y a pas de billet de retour, à moins qu'on dise on noie les gens à Lampedusa. J'embraye sur ce que vous dites, il nous reste 3 minutes dans l'émission, ça peut peut-être être une forme d'ouverture. On parle beaucoup de danger, on parle beaucoup de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette problématique aussi, finalement, une problématique vieille comme la planète, avec des déplacements de population, des flux de population, c'est très ancien, qui sont aussi liés à la pauvreté d'une partie du monde et à la richesse de notre partie du monde. Est-ce qu'on peut, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut s'y opposer finalement? Est-ce qu'on peut empêcher ça? D'abord, Laurent Grandguillaume, parce que vous allez la donner. Non, mais il faut négocier avec les pays d'origine, avec les pays notamment subsahariens, de vrais traités donnant-donnant. Il y a de l'aide publique au développement, il y a de l'argent des contribuables français et européens qui est déjà versé à ces pays dans le cadre de l'aide publique au développement. Il faut conditionner cette aide à des efforts de maîtrise de l'immigration. Il faut qu'on soit dans une logique de vraie négociation avec ces pays pour réduire l'immigration tout en encourageant le développement de ces pays. Alors, ce que je dis, c'est qu'il faut de la fermeté par rapport à l'application des lois de la République. Déjà, vous savez, on vote beaucoup de lois en France, mais il faudrait commencer par les appliquer. Si on appliquait déjà les lois qui existent, si on arrivait à gérer... les lois Sarkozy, si on arrivait... Non, mais il y a une réforme de l'asile, par exemple, qui n'est pas encore votée parce qu'elle est bloquée au Sénat. C'est bien dommage, parce qu'on parle d'un sujet d'urgence, mais en fait, la majorité, que vous connaissez bien, au Sénat, eh bien, elle bloque le texte. C'est une réalité. Guillaume, comme vous le savez, le gouvernement peut fixer l'ordre du jour assez directement. Elle a été bloquée en commission des lois au Sénat. Que le gouvernement... Moi, j'avais essayé de donner de la hauteur à cette discussion. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille plus haut. Donc, ce que je dis, c'est que fermeté, bien sûr, par rapport à l'application de la loi. Quand on vient en France, on a des droits. Ils existent, mais on a aussi des devoirs. Et ça aussi, il faut le rappeler. Première chose. Deuxième chose, si l'on veut vraiment accompagner les personnes, qu'il y ait une véritable intégration pour ceux qui peuvent rester sur notre territoire, il faut y mettre des moyens. Et ces moyens, on peut les récupérer par une meilleure gestion. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je crois que là aussi, il faut sortir peut-être des caricatures. Il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient, je ne sais pas moi, prêts à accepter que des millions de personnes viennent en France, qui ne voudraient aucune règle. Non. On est pour qu'il y ait des règles, qu'il y ait un cadre. Et donc je crois qu'il faut sortir aussi un peu de ces caricatures quand même. On n'est pas là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le monde, oui, le monde d'aujourd'hui est moins sûr que celui d'hier. Ça, c'est vrai. Il y a de plus en plus de conflits. Il y a aussi plus de population. La démographie, on la connaît. Il y a des mutations démographiques à l'œuvre et il y a des déplacements de population. Pour autant, l'immigration, voilà, elle peut aussi être une richesse. Et d'ailleurs, il n'est de richesse que d'homme. C'était une célèbre citation, vous savez, d'un juriste et philosophe français. Eh bien, il n'est de richesse que d'homme. Oui, parfois, on peut aussi le considérer comme cela. Et qu'une femme ou un homme qui vient de notre pays n'est pas forcément un danger. Et on peut aussi le voir autrement. On peut aussi le voir comme une ressource. Vous entendez la musique, ça veut dire que c'est la fin de cette émission. Ça passe très vite sur ce sujet. Merci à tous les cas d'être venus débattre. Samedi prochain, c'est Christian Paul, le député de la Nièvre, leader de la motion B pour le congrès du Parti socialiste, qui sera sur ce plateau. Merci, bon week-end, au revoir.